l'une de notre conférence du cycle La démocratie en danger. Nous sommes les meet-up de Beppe Grillo, un réseau citoyen qui est né inspiré de la figure d'un comique italien qui après a permis la... Non, mais sinon je laisse, sinon c'est difficile à l'installer. Donc, qui est né en Italie et qui a permis aussi la naissance d'un mouvement citoyen et qui s'est présenté aussi aux élections italiennes régionales et qui a permis à des gens comme nous d'entrer dans les communes et commencer à parler des sujets type l'énergie, les biens communs et une nouvelle façon de faire la politique. Nous sommes des Italiens à Paris, on habite ici, et donc comme d'autres meet-up qui sont nés en Europe et dans le monde, donc on s'inspire donc de ces idées citoyennes et on les développe aussi dans les pays où nous sommes. Et ces types de conférences, on les a organisées avec les New York Mag, dont Marianne vous dira quelque chose en plus. Et donc on a touché différents sujets sur la liberté des presse, sur la démocratie en Europe, sur la justice, sur l'eau, les biens communs. Et les derniers qu'on avait fait, c'était justement avec Nino et Annie, qui nous avaient fait l'honneur de venir ici et de venir à discuter avec nous sur ce qui était les développements en Europe de la politique et comment est-ce qu'on arrivait jusqu'à là. Annie nous avait bien expliqué avant et après la guerre, et Nino aussi, ils avaient enchaîné, en parlant aussi de l'Italie. Et donc, c'est suite à ces rencontres-là qu'on a décidé de continuer, parce que beaucoup de gens, même à la fin, lors du débat, étaient restés un peu sur sa fin, parce que beaucoup de gens voulaient continuer à discuter suite à ce qu'ils avaient dit, soit Annie, soit Nino. Et donc, on s'est dit d'inclure aussi une partie un peu plus réseau citoyen, et c'est pour ça qu'on a Bruno Paul, qui nous est l'honneur de venir ici, et qui participe au laboratoire d'anticipation politique, l'EAP 2020 de Franck Biancheri, avec lequel ils produisent un bulletin d'anticipation, c'est pour qui les connaît. Et donc, ce soir, on va un peu discuter de plusieurs choses, surtout, c'est un peu différent de l'autre fois, c'est-à-dire c'est à vous la parole et chacun puisse s'exprimer et poser des questions sur la situation justement d'aujourd'hui. Je vais passer la parole à Marianne. Je vais lever un peu le micro. Oui. Bonsoir, merci d'être venu. Donc moi je suis Marianne Ranque-Cormier, je suis d'origine franco-allemande, ou allemande-française, je sais pas. Je suis très heureuse d'accueillir encore ce soir Amina Quarriz, Anthony Leone et Bruno Paul pour la première fois. Nous avions effectivement organisé, alors moi je suis rédactrice en chef du New Europe Mag, qui est un magazine sur internet transeuropéen qui publie des articles de réflexion, de recherche sur la politique européenne et transcontinentale. Et donc l'année dernière, enfin il y a 2 ans, effectivement, nous avions initié avec le mouvement de Meet-up Beppe Grillo à Paris, une série de conférences qui s'appelait « La démocratie en danger, les citoyens en Europe résistent ». Alors on avait un peu anticipé parce qu'on a commencé avant les mouvements de résistance des jeunes, Démocratie Arealia, Occupy, tout ce que vous voulez, toutes les places européennes ou internationales. On avait déjà initié le mouvement bien une année auparavant. Notamment, c'était une série de débats qui étaient pour ouvrir le débat auprès des citoyens. Parce que nous avons tous nos opinions, nos idées à partager, à dire, et pas simplement des experts qui viennent pour raconter des belles choses, mais nous aussi nous avons nos propres idées à défendre et nos valeurs et les visions que nous avons pour le monde de demain. Bruno Paul donc, est notre nouvel arrivant. Il développe notamment un blog qui s'appelle Conscience sociale. Donc Amina Quarriz, vous la connaissez très bien. Je pense que chacun va se présenter soi-même de nouveau. Et Nino Galoni, qui est auteur et économiste italien. Je vais vous demander, parce que c'est un débat, donc je vais vous demander de vous rapprocher pour
pouvoir, parce que je ne sais pas trop si on a un micro-baladeur, je ne suis pas sûre, donc pour pouvoir, voilà, pour que vous puissiez poser vos questions, intervenir. Donc il va y avoir une petite présentation de la part de chacun de nos intervenants, qui ne sont pas des conférenciers mais des intervenants, et je précise bien que c'est un débat donc avec votre participation active. Et je voulais aussi remercier la Maison Botanique qui nous a à nouveau donné l'occasion et prêté la salle pour cette circonstance. Voilà, bonne soirée. C'est comme tu veux, ce que tu veux, soit. C'est-à-dire que le problème des questions, c'est aussi. On va commencer un peu. Donc, l'actualité, il nous parle aussi d'une connexion franco-allemande, vu que Angela Merkel et Nicolas Sarkozy sont en train de discuter. Donc, je voulais déjà demander un peu à Annie si on touche un peu un mot sur cette connexion. Parce que. Ah, nous jouons. On va baisser ça. Ça va, on passera les micros après. C'est à cette distance-là, ça va. Évidemment, la situation franco-allemande fait reprendre contact avec des réalités qui ont été longtemps masquées. Parce qu'il n'était pas bon ces dernières décennies, on ne peut même pas dire ces dernières années, ces dernières décennies, finalement, de faire la jonction entre l'histoire et la réalité d'aujourd'hui, puisqu'aussi bien on nous explique, on explique aux enfants de nos écoles, on serine à nos adultes, que depuis 1963 et plus encore ensuite, sans parler même de la période de l'immédiate après-guerre, donc des années 50, la réconciliation a été établie entre la France et l'Allemagne, qui ne sont plus divisés par des rivalités insurmontables. Finalement, tout allait bien. Je ne développerai pas, évidemment, l'histoire franco-allemande. Je voudrais simplement noter, à propos de relations franco-allemandes comme à propos du reste, à quel point l'insertion dans l'Union européenne a contribué à nous faire perdre le sens de l'histoire et par conséquent la capacité d'analyser une situation, n'importe quelle situation actuelle, à la lumière de l'histoire. En particulier parce que on nous explique que l'Union européenne est une sorte de bonne fée qui a bien commencé, qui a été accueilli sous les meilleurs auspices et ça fournit la toile de fond des préparatifs électoraux de toute la période antérieure. Finalement, c'était un bon projet, c'était un projet pacifique, c'était un projet de développement, c'était un projet progressiste qui, concrètement, enfin qui, ces dernières années, aurait subi une terrible dérive, d'ailleurs incompréhensible, parce qu'on ne voit pas comment un bon projet peut subir brutalement une dérive, parce que les banques aujourd'hui dirigeraient tout, ce qui n'était pas le cas antérieur. Enfin, les thèmes idéologiques récurrents, et vous n'avez pas besoin de moi pour les développer. Le plus intéressant, c'est que la négation de l'histoire, la non-connaissance de l'histoire, empêche d'analyser les relations franco-allemandes en particulier et l'Union européenne en général de manière raisonnable. Et c'est un très gros problème parce que finalement on est gêné par des sortes de tabous. Par exemple, je ne vais pas refaire l'histoire. D'abord, j'ai beaucoup travaillé sur la question, donc j'ai fait des tas de travaux dans lesquels j'ai traité de la chose.
je voudrais simplement mettre l'accent sur un certain nombre de choses, y compris des choses qu'on entend ces jours-ci, puisqu'on commence à nous faire des comparaisons entre les années 1930 et aujourd'hui, mais on fait des comparaisons cadrées de telle sorte que, précisément, on nous explique que finalement tout est différent. Je viens de lire, je ne sais plus dans quoi, peut-être sur Internet, dans un compte-rendu de presse, que la grosse différence entre la situation antérieure et aujourd'hui, c'est que dans les années 30, il y avait le fascisme. D'ailleurs, si je ne m'abuse, ce soir, les uns et les autres, nous ne pourrons pas voir une nouvelle grande contribution à la formation historique des populations, puisque, si j'ai bien compris, on va nous présenter un Hitler du genre loup-garou qui arrive brutalement sur l'Allemagne. On se demande pourquoi il est là, on nous expliquera sûrement pas pourquoi il est là et on ne comprendra pas dans quelles conditions il est parti, et s'il y a des continuités d'ailleurs entre l'Allemagne à l'époque nazie, avant l'époque nazie aujourd'hui. Mais on nous explique finalement qu'autrefois il y avait le fascisme, maintenant il y a le protectionnisme qui serait alors une abomination, qui serait nouveau en plus, parce que ce nationalisme protectionniste serait une aberration. Ben, si on faisait de l'histoire et si on se rappelait les années 1930 et si on connaissait l'histoire des États-Unis, on saurait qu'il n'y a rien d'extraordinaire à ce que, dans une période de crise systémique du capitalisme, la question se pose en effet de revenir à une certaine protection des frontières, tout simplement parce que la concurrence devient insupportable à un moment donné et que, il faut le dire, il y a eu le fascisme et le protectionnisme dans la période antérieure, puisque finalement, un des grands moments de l'Union européenne, très grand moment de l'Union européenne, a été la période de l'occupation de l'Europe par l'Allemagne, qui a été un intense moment de l'Europe. Intense moment qui a été masqué par un certain nombre de mes collègues qui ont été à l'origine d'une question de concours sur l'Europe et qui ont trouvé astucieux pour proscrire l'horreur du non-référendum, puisque c'est sur cette base que le programme de concours a été réalisé par mon collègue Robert Frank, qui voulait en quelque sorte balayer cette donnée très pénible du non-référendum et en quelque sorte former les Français. Donc on a formé les Français en leur expliquant, ou en tout cas les étudiants français, les futurs professeurs français, donc ceux qui vont élever vos enfants, ceux qui vont former vos enfants, on leur a expliqué que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une parenthèse. Il y avait eu des projets européens avant-guerre, il y a eu des projets européens après-guerre, puis il n'y en a pas eu pendant la guerre. Mais si, il y en a eu pendant la guerre. En 239 ou de 40 ou 41 à 45, on est entré dans une période d'unité européenne sous l'égide de l'Allemagne, tout à fait conséquente, qui s'est traduite notamment par la consolidation avec modification de cartels industriels, qui s'est traduite par des associations de capitaux qui ont considérablement amplifié les associations de capitaux antérieures, et simplement, il y a eu, et c'est une donnée d'analyse extrêmement intéressante aujourd'hui, ça s'est fait dans un contexte de crise systémique où les rivalités interimpérialistes ont été aiguisées à un point tel que l'atlantisme, qui avait été très prisé dans la grande bourgeoisie européenne, disons de 1919 aux années 1930, a reculé, et que le rôle des États-Unis en Europe, rôle considérable dans l'entre-deux-guerres, a été, le temps de l'occupation, totalement ou partiellement mis entre parenthèses, cependant que l'Union européenne continentale et sous l'égide allemande
se déployait et que de 1940-41, dirons-nous, à 1945 se préparaient les conditions d'un retour en force des États-Unis sur la scène européenne et d'une contribution des États-Unis à l'Union européenne, puisque c'est une des caractéristiques majeures de l'Union européenne, qui demeure une caractéristique majeure de l'Union européenne, que les contradictions et les intérêts d'une présence américaine en Europe d'une part, et d'une Europe, d'une Union européenne particulièrement marquée par les deux partenaires que sont la France et l'Allemagne. Ce qui amène, et je m'arrêterai là parce qu'il faut quand même qu'on ne prenne pas trop de temps aujourd'hui, ce qui m'amène à dire que ne pas faire de l'histoire, c'est s'interdire, sinon de prévoir, du moins de concevoir qu'une crise systémique puisse aboutir à la catastrophe dont on nous dit qu'elle sera conjurée par l'Union européenne. Elle ne sera pas plus conjurée par l'Union européenne qu'elle n'a été conjurée par les programmes d'Union européenne avancés, par exemple, par Aristide Briand dans les années 1925, 1930, 1932. Et donc, et c'est là-dessus que je terminerai, parce qu'après on nous posera bien sûr des questions, je crois que pour comprendre l'Union européenne d'aujourd'hui et son avenir, il faut absolument qu'on comprenne comment l'Union européenne s'est faite, ce que représente l'Union européenne, et qu'on se pose la question, je terminerai là-dessus, qu'on se pose la question de savoir si la propagande permanente ne nous a pas brouillé l'esprit sur la compréhension de l'Union européenne. Est-ce que quelqu'un d'entre vous pense que de 1919 à 1939, finalement, c'est une conception harmonieuse de l'Europe qui l'a emportée, sans grave contradiction, sans rivalité entre les pays capitalistes, avec des perspectives de paix? Et si c'est le cas, par quel miracle, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qui avait réglé les rivalités interimpérialistes, tout comme la Première Guerre mondiale les avait réglées, mais réglées partiellement, si on s'est trouvé après 1945 dans une situation où tout à coup, l'harmonie s'était établie, une harmonie dont on ne comprendrait pas pourquoi elle vient d'être brusquement mise en cause. Eh bien non. L'Union européenne est née en 1919 de la nécessité de limiter au maximum les salaires. Ça a été sa fonction. Ça a été une fonction assumée sans relâche, sans dérive, et une fonction qui est devenue particulièrement essentielle avec la crise systémique des années 1930. On se trouve dans un cas de figure comparable, de sorte que si on peut dire que examiner l'histoire ne nous donne pas toutes les clés de l'avenir, examiner l'histoire au moins nous aide à comprendre le présent et sans doute à exclure certaines solutions et peut-être à en prôner d'autres, et en particulier d'autres dont les dernières décennies ont exclu la possibilité, ce qui m'amène à dire, pour terminer, que finalement, les crises conduisent à penser les choses exactement comme se fait la crise, c'est-à-dire par rupture, et au fond conduisent à devenir plus intelligents. Je préfère trop long. Très bien. Je vais passer à Annie, donc tu vas entendre le discours aussi en parlant aussi des États-Unis, après Bruno aussi, pour le monde et les partis citoyennes. Je dois faire rapidement 6 passages. Non, nous avons dit que j'éprouve de parler en français et je suis
idées. Le premier passage est un rapport des contrôleurs de la Fed que j'ai vu pendant l'été a dit que la Fed a aidé les banques européennes pour 16 000 milliards de dollars, c'est-à-dire 16 trillions. 16 trillions. 16 trillions est plus que la production des États-Unis pendant les 2010 et plus que la dette générale des États-Unis. Quelle période? La période, c'est de 1er décembre 2007 au 21 juillet 2010. Le 15 septembre, la Fed a dit qu'elle doit aider illimitablement les banques. Des besoins illimités aux banques. Et le nombre 2 de la Fed arrivait al summit de l'Union européenne en Pologne pour participer sans être invité. La pression de la Fed sur la Banque centrale européenne est très forte, mais la Banque centrale européenne n'a pas de contrôleur. Et pourtant, nous le savons exactement qu'elle fait. Et Trichet a mandé des messages, envoyé des messages ambigus, différents. Et je pense, pour ma expérience faite dans l'Angleterre au temps de la Thatcher, qu'on prédique de ne pas stamper la monnaie, mais de faire son fait. Et pourtant, second passage, nous sommes passés d'un scénario au commencement de l'été, caractérisé notamment pour la difficulté de l'euro et les problèmes de la Merkel, de la France, de l'Italie, de la Grèce, etc. Second scénario, pendant l'été, un scénario de déflation, de récession. Et maintenant, après l'été, nous avons un scénario de catastrophe inflative sur le modèle de la République de Weimar, et pourtant la prévision d'un fascisme est très facile, de cette et de l'autre côté de l'Atlantique. Troisième passage, cette crise a commencé à la fin de printemps, le commencement de l'été de 2001. Et pendant cette situation, chaque trimestre, les prévisions des experts, des centres de recherche, de tout le monde étaient que passé le trimestre, surtout après les conséquences des attentats de l'11 de septembre, de l'attentat de l'11 de septembre, nous avons la reprise, nous avons le développement. C'est de trimestre en trimestre, de semestre en semestre, d'année en année. Nous sommes allés avant pour des ans et nous n'avons vu aucune reprise. Mais pendant cette situation, on les
bref terme, les banques utilisent la dérivation des titres pour assurer les promesses de rendement des titres, la promesse de rente aux clients et aux souscripteurs pour tenir pendant une brève période. Mais cette brève période a déventé pendant 10 ans, comme je dis, et le montant des titres dérivés est à peu près 1 million de milliards de dollars, c'est-à-dire un quadrillion, c'est-à-dire 1000 trillions de dollars. Si la Fed a dit qu'elle aidera illimitatement les banques, je pense que nous devons attendre un engagement de 10-15% de ce montant, c'est-à-dire à peu près 150 000 milliards de dollars. Les banques centrales n'ont pas ces moyens parce qu'elles ou ils se peuvent engager pour quelques dizaines de milliers de milliards de dollars. Et la situation de la prévision d'une catastrophe inflative est très facile. Pourtant, quatrième passage, ce n'est pas une crise à payer. J'ai un différend avec mes amis de la gauche italienne, parce qu'on dit la crise la doit payer en rapport al reddito, au revenu. Non, n'est pas une crise à payer. C'est une crise de combattre que toute autre façon. Il y a une contradiction entre les secteurs productifs et les secteurs financiers. Et je pense qu'il n'est pas une crise, è un syndrome d'un système qui n'a pas la possibilité de rééquilibrer la situation. Que pouvons-nous faire in cette situation? Deuxième passage. La première chose est la réintroduction d'une législation de type Glass-Steagall, c'est-à-dire une nette différence entre les objets qui exercitent les spéculations financières et les sujets qui doivent prester crédit à l'économie. Sì. Je pense que nous devons avoir dans notre époque une tertième différenciation des sujets, ceux qui ont de gestir la dette. Je fais un exemple. Les familles italiennes demandent, quand on a disponibilité de monnaie, demandent les titres de l'État parce qu'ils sont molto redditizi, rapportent beaucoup. Mais les banques ont convaincu les clients à acheter des titres des banques, des dérivés, de tout le monde, ça est énorme. Quand nous faisons l'offre des titres, nous avons plus acheteurs que non les valeurs de l'émission, mais les taux d'intérêt vont au-dessus, augmentent. Et c'est difficile de comprendre. Mais si nous voyons à la dette de la Grèce,
qu'elle est de 350 milliards d'euros. La Merkel qui dit l'aidiamo, non l'aidiamo, un jour sì, un jour non, et moi Trichet, et moi voir Sarkozy, et non Sarkozy si, et non Sarkozy non. Et in 3 mois, pendant 3 mois, les bourses ont perdu 2420 milliards, c'est-à-dire à peu près 8 fois. 8 fois la dette de la Grèce. C'est une chose absurde. Quand nous allons à la banque avec un revenu, un reddito, un revenu de 50 000 euros pour année, la banque nous donne prestito, un prêt pour 300 000 euros in beaucoup d'années, 20 années, 30 années, etc. C'est-à-dire un rapport entre le reddito, le produit correspondant aux produits, les valeurs ajoutées de cette famille de 50 000 pour avoir 300 000. C'est-à-dire un rapport de 1 à 6. Pourtant, appliquant la réglementation des banques ordinaires et considérant que la famille est plus faible que les États, en rapport au produit intérieur brut, peuvent avoir une dette 6 fois plus grande que le produit. Ça, c'est clair ce que j'ai dit. Le problème est le développement. En Italie, nous devons avoir un développement et le gouvernement nous enseigne, nous apprend que réduisant les salaires, nous relancerons les consommations. Cioè è una confusione generale. Et à la fin, je suis arrivé à une conclusion simile à celle de ma expérience dans la République démocratique du Congo, où mon frère est missionnaire. Et je suis allé quelques années passées et j'ai parti avec l'idée que le génocide fut la conséquence des politiques économiques erronées. Et quand j'ai tourné en Italie, j'ai pensé exactement le contraire. Le génocide était l'objectif et les politiques économiques erronées les moyens pour l'obtenir. Et je pense à ce moment la même chose de la situation mondiale et notamment de l'Atlantique de l'un et l'autre côté, et parce que je pense que l'objectif est la catastrophe. Et ce qui est avenu, les dérivés, le gouvernement de banques, etc., et tout ce que nous avons vu dans l'irrationalité générale est le moyen pour l'obtenir. Une vision très positive. La bonne notice, c'est que je ne pense que c'est la bonne nouvelle et que je ne pense pas que ce programme sera destiné au succès. Destiné au succès. Arriverà a terme et sera réalisé. Bruno, tu n'as une nouvelle plus positive ou c'est à tomber les bras? Vous allez nous courir la soirée vous aussi? No, ma insomma, il faut avoir un mot. Après... Positivo, no. Questo è il piano, ma è un piano destinato a fare questo. C'est pour moi d'enchaîner. Oui, justement. Je vais finir Il faut les livres. Donc, Guarda, io ti dico, sinon comme ça. donc déjà, je partage avec Annie
beaucoup de points, mais pas tous les points. Alors, je me contenterai de reprendre juste les points où je suis en petit désaccord. Mais je partirai de la fin, où vous avez dit la crise, c'est une rupture, donc c'est une occasion pour devenir plus intelligent. Ça me plaît beaucoup. Et c'est exactement ce que je pense que l'engagement citoyen, c'est également cette occasion-là que nous saisissons. Donc je vais essayer de retranscrire au travers de mes actions et au travers de ce que je vois autour comme engagement citoyen, des réponses à la fois à cette rupture qui nous sollicite, et également peut-être à des scénarios extrêmement pessimistes que je ne partage pas. Et sur lequel, de toute façon, nous devons faire face ensemble. Donc, rapidement, je vais rebalayer un petit peu ce qui a été dit sur le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, pour le mettre dans ma perspective citoyenne, je n'ai pas à m'arrêter à une période donnée. Je le vois sous un cheminement beaucoup plus long. Et surtout, le passé peut, d'une certaine façon, nous donner des idées sur l'avenir, mais ce qui détermine le futur dans une crise, ce qui détermine notre présent dans une crise, c'est le futur. C'est la façon dont nous nous projetons dans le futur qui détermine nos actes d'aujourd'hui. Et donc beaucoup plus que la façon dont nous comprenons ce qui s'est passé pour nos parents ou nos grands-parents. Ou peut-être encore plus loin. Ça donne des repères, donc c'est pas à ignorer, loin de là. Mais c'est pas notre seul rétroviseur qui nous indique quelle est la route devant à éclairer. Ça c'est un premier point. Donc sur l'Europe et pourquoi est-ce que c'est apparu, etc. Donc c'est beaucoup de points historiques que je partage complètement. Pourtant, j'ai une autre conviction de citoyen qui est que quelles que soient les conditions de naissance, ça vaut pour un individu, ça vaut pour un État, ça n'implique en rien les conditions de son devenir. Donc, au contraire, c'est une très grande chance pour nous, citoyens, de pouvoir, par nos actions, influer sur le cours des événements, influer sur les voies que peuvent choisir les États. Alors c'est non seulement une chance, mais également en période de crise, c'est un devoir. Donc c'est pour ça que l'engagement, c'est une prise de conscience. Et une fois que cette prise de conscience est faite, il n'y a plus de choix de savoir si on doit ou pas s'engager. C'est obligatoire. Consciemment, on a une seule porte, pas deux. Donc ça, c'était le premier point que je voulais revenir sur l'Europe. Sur la partie du référendum, je me permets de faire des petits points comme ça. Sur la partie du non au référendum, la compréhension citoyenne que je représente ici, mais en première parole, ensuite ça sera à vous le micro, c'est que ce non à la Constitution n'était pas du tout un non à l'Europe, c'était bien plus un non des citoyens qui ne se retrouvaient pas leur image retranscrite dans cette forme de la Constitution de 150 pages en petits caractères. Donc c'est un problème de représentativité, un problème d'explication et un problème de démocratie directe. Beaucoup plus qu'un problème de on veut dépasser les limites des États. Il existe aujourd'hui, dans un très grand nombre de mouvements citoyens, une conscience très nette que les États qu'ont connu, les limites des États qu'ont connu tous nos aïeuls, doivent être dépassés. Et surtout en Europe. C'est l'endroit du monde, j'allais dire, où c'est le plus mature pour ce type de fédéralisme. Donc ça, c'est la lecture de l'histoire que j'ai aujourd'hui. Alors, sur les influences par rapport aux acteurs extérieurs, parce que c'est très bien de parler de l'Europe,
mais on parle d'un ensemble, donc il faut regarder les acteurs qui sont autour pour comprendre en fait ces interactions. Il y a un très grand sens, bien sûr, à la cohésion de l'Europe aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes en guerre monétaire. Donc, c'est pas moi qui le dis. Si vous regardez dans l'actualité très récente de cette semaine, vous avez quand même un donateur, dont un lord quelconque, je ne me rappelle pas son nom, il ne mérite pas qu'on s'en rappelle, mais qui a quand même fait une conférence de presse pour dire qu'il avait créé un nouveau prix Nobel qui porte son nom, avec donc une très forte somme d'argent offerte à des économistes de la planète pour un seul objectif. Il a cité nommément, et c'était donner le moyen le plus efficace pour tuer l'euro. Texto. Voilà un signe extrêmement fort des temps que nous vivons. Donc cet article n'est pas paru, c'est pas en catimini, ça a été publié dans le Financial Times, ça fait une page entière. Deuxième signe, quand même extrêmement important, c'est aujourd'hui, ou hier peut-être, j'étais un petit peu décalage, donc Sarkozy, qu'est-ce qu'il dit à notre ami Cameron? Je vais vous le dire en anglais, mais c'est shut up. Donc il lui dit, vous haïssez l'euro, donc vous avez perdu une bonne occasion de vous taire, mais il a dit avec un vocable qui se traduit directement, hein, c'est ferme ta gueule. Donc c'est exactement ça. Donc vous avez un chef d'État qui dit pas ça en catimini, avec un micro espion qui a capturé ça. Non, c'est une séance officielle. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est pas Sarkozy qui s'est mis en colère et c'est un écart de langage. C'est pas ça du tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez des acteurs que sont l'Angleterre et les États-Unis qui veulent anéantir l'euro. Donc c'est un fait. À partir de ce fait, vous devez comprendre pourquoi. Pourquoi? Eh bien parce que l'euro, c'est aujourd'hui le seul remplaçant crédible pour le dollar, pour le système dollar. Le système dollar, c'est la base du système monétaire international. Donc l'ensemble des grands échanges internationaux de commerce, des grands flux de capitaux, passent par ce pilier-là qui est central. Donc pas du tout. Enfin, votre question est intéressante, mais je répondrai peut-être dans le deuxième temps. Donc, ce qui est important, c'est que au travers de ce système d'organisation financier, c'est pas juste une règle commune et puis tous les acteurs sont équivalents entre eux, pas du tout. C'est ceux qui possèdent ces dollars et ceux qui bénéficient des systèmes financiers, comme la City à Londres, qui ont un avantage majeur sur l'ensemble des autres acteurs. Donc c'est ça, le système, jusqu'en 2008, qui n'était remis en cause par absolument personne. À partir de 2008, vous avez effectivement une crise systémique, et c'est bien ce pilier-là, central, qui est remis en question. Donc ensuite, les acteurs, donc là, les règles sont très claires, hein. C'est les acteurs en place qui bénéficient de ce système vont tout faire pour éliminer tous les concurrents possibles. Parce que quelles que soient les faiblesses que vous pouvez trouver en Angleterre ou aux États-Unis, s'il n'y a pas de remplaçant à un système, le système perdure. La nature a horreur le vide. Donc, si un système unique et qui est inique, il perdure. C'est tout. Donc, on va tout faire pour tuer l'euro. C'est tout. Mais par contre, je pense qu'ils n'y arriveront pas. Donc, je pense qu'ils n'y arriveront pas parce qu'il y a une prise de conscience extrêmement forte en Europe, parce que c'est pour ça aussi que vous avez des quantités de manipulation dans les médias. Donc ça porte un terme, hein, c'est la guerre de l'information. C'est encore une guerre, parce que le terme n'est pas de moi, encore une fois. Mais tout ça, ça se décrypte sous le même canevas qui est absolument basique, de deux camps qui s'affrontent. Alors auparavant, ils avaient des synergies, donc on n'en parlait pas. À partir du moment où le gâteau se réduit, il n'a place que pour un, et qui ne veut pas laisser sa place, eh bien, il y a une guerre. Voilà.
Donc, évidemment, l'euro ne doit pas perdre. On n'est pas juste en train de dire, bon, ok, on va plier l'euro, on va chacun revenir avec nos drachmes et nos francs, et puis finalement, ils seront contents et tout va s'arrêter. C'est certainement pas ça. Déjà, ça ne peut pas se passer du jour au lendemain. Hein, quand on dit bah, tel pays n'a qu'à sortir de l'euro et puis c'est fini, en un week-end c'est terminé, ça ne se passe pas du tout comme ça. Une sortie de l'euro, ce n'est pas une dévaluation. Une sortie de l'euro, c'est la remise en cause d'un traité. Donc ça ne peut pas se passer du jour au lendemain. Et dès l'instant où vous avez annoncé un processus pour sortir d'un tel traité, là par contre, toutes les finances, les flux de capitaux vers votre pays, là du jour au lendemain, ça s'arrête net. Donc la sortie de l'euro, c'est un processus, et c'est tout sauf un processus facile. La deuxième chose, c'est la continuité. Derrière l'euro, derrière cette rupture, eh bien, on est poussé à avancer ensemble, les gens, les acteurs, les pays qui sont dans le système euro. Et c'est pour ça que vous avez une intégration accélérée depuis 2008. Et à chaque fois qu'il va y avoir une attaque de plus en plus violente sur l'euro, ça ne va avoir qu'un seul effet, qui n'est pas la destruction de l'euro, qui est l'accélération, encore une fois, de la constitution d'un nouveau souverain, qu'on appelait l'Euroland, à défaut de lui donner un autre terme. Et c'est inéluctable. C'est inéluctable. Donc, vous avez en 2012, après on pourra se projeter en 2012, en France ou dans tous les pays majeurs de l'Euroland, tous les partis majoritaires, les grands partis, sont tous en faveur de cette intégration. Et je parle bien sûr des partis en place, mais aussi des partis concurrents. Prenez Sarkozy, il avance avec sa petite vitesse, avec Merkel, un jour oui, un jour non peut-être, mais il avance. Et si vous avez les socialistes qui passent en 2012, ce qui est hautement probable, ça va avancer encore plus vite. Donc, de ce point de vue-là, l'histoire, elle est très claire. Je terminerai très rapidement sur le scénario hyperinflation. Alors effectivement, je pense que les États-Unis, eux, par contre, c'est une île. Les États-Unis et l'Angleterre perdent leurs cartouches les unes après les autres. Donc, ils ont déclenché une guerre, mais évidemment, ils ne peuvent pas en maîtriser la fin. Et tant qu'on résistera, et on ne peut que résister, parce qu'aujourd'hui ils ne peuvent pas nous affaiblir. Il faut comprendre que les mécanismes qu'ils ont mis en œuvre pour affaiblir l'euro, ils ont joué leur plus grosse cartouche. Donc ils ont introduit une défiance sur les marchés. Quand on dit les marchés, hein, c'est une figure de style. Hein. Les marchés, ce sont les grandes banques de la City, de Wall Street. C'est ça, les marchés. Donc, une fois qu'ils ont introduit ce ver dans le fruit, il y a 10 ans, ils ont lancé une attaque spéculative extrêmement forte, hein, qui se fait en plusieurs étapes. On a l'habitude de tout ça, c'est la guerre de l'information classique, pour ensuite affaiblir de plus en plus. Et ils ont entraîné quelque chose qu'ils n'attendaient pas, parce que pour eux, l'Europe, c'était un ensemble, un conglomérat de 27 pays qui arrivent à peine à rentrer ensemble dans une salle. Mais là, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. C'est que les pays de l'euro, eux, ont fait une action très forte pour s'intégrer beaucoup plus rapidement en laissant de côté les autres pays périphériques qui ne sont pas encore dans l'euro. Alors, bien sûr, pas tous au même rang. Hein. L'Angleterre, bien sûr, a refusé catégoriquement d'y rentrer, bien que vous allez voir que dans les mois à venir, le référendum qu'ils vont lancer peut apporter quelques surprises par rapport à ce sujet. Mais les autres pays autour, qui ne sont pas encore, la Pologne par exemple, qui ne sont pas encore dans l'euro, eh bien, ont déclaré qu'ils étaient très intéressés pour le rejoindre le plus vite possible. Donc c'est un acteur qui est déjà une masse critique et qui va s'agrandir dans les années à venir. À défaut, en face, vous avez les États-Unis et l'Angleterre, qui n'ont qu'une seule politique monétaire, c'est imprimer des billets. Et donc le seul scénario économique, je m'en remets
mais à votre jugement, mais qu'il peut y avoir au bout, c'est une hyperinflation qui va gommer rapidement ces dettes-là. Ces dettes-là, bien sûr, au détriment du peuple américain, parce qu'une hyperinflation, ça a été dit, la République de Weimar. Donc ce qui est très dangereux dans la crise actuelle, c'est pas tant le devenir de l'Europe, c'est le devenir des États-Unis. Qu'est-ce que va devenir les États-Unis? Parce qu'en 2012, les deux partis, en grande partie en lice, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, donc tout va continuer comme avant. Donc qu'est-ce qui va sortir de cette situation-là? Donc ils en sont... je vais ouvrir le débat pour les questions, parce que sinon je vais être trop long sur cette partie. Avant les questions, je voudrais juste faire une remarque devant ce plaidoyer pour l'Euroland. Je voudrais faire une remarque de nature historique. Quelles que soient les conditions de naissance, a dit mon voisin, elles n'obèrent pas le devenir. Si. Elles obèrent absolument le devenir, parce que la question qu'on doit se poser sur le plan historique, c'est qu'est-ce que l'Union européenne? Toute société, toute structure politique, idéologique, etc., repose sur des rapports sociaux. C'est-à-dire, devrais-je passer pour ringarde, mais enfin, évidemment, ça ne me contrarie pas, puisque j'ai toujours été ringarde, et donc je le reste. Ces rapports sociaux, ce sont des rapports qui s'établissent, quelles que soient les nations, entre ceux qui possèdent des grands moyens de production et ceux qui ne les possèdent pas. Qu'est-ce que c'est que l'Union européenne, dont, à ma petite échelle, j'ai fait une histoire que j'ai analysée du point de vue des rapports socio-économiques? C'est une institution qui a été fondée pour établir ce que j'appelle, à plusieurs, la politique des salaires, la politique de casse des salaires. Pas autre chose. D'ailleurs, nos fonctionnaires l'ont remarquablement analysé. Je les ai longuement cités dans leur prose des années 1950 dans l'ouvrage L'intégration de la France, l'intégration européenne de la France. C'est extrêmement intéressant puisqu'on voit en 1950 exposer ce qui va se produire. C'est-à-dire une Europe fondée sur ce que ces hauts fonctionnaires appellent le dumping social. C'est-à-dire une Europe qui est un des modes d'organisation qu'a trouvé le capitalisme dans nos contrées pour faire en sorte que le profit soit maximum et le salaire minimum. Donc quand j'entends quelqu'un qui se réclame d'initiative citoyenne expliquer que l'Europe est une fatalité, qu'on ne saurait discuter, même quand éventuellement on a dit non, parce que c'est une fatalité excellente et qui se dresse contre le méchant impérialisme américain et le méchant impérialisme britannique, je suis très surprise. C'est-à-dire, oui ou non, concrètement, est-ce que l'Europe a été un moyen, après 1945, comme dans l'entre-deux-guerres, comme dans la Deuxième Guerre mondiale, d'écraser les salaires et de maximiser le profit? Moi, je dis que la démonstration historique dit que c'est oui. Quant à cette Europe, et ça amène à autre chose, c'est une Europe qui s'est faite sous le double signe des États-Unis et de l'Allemagne. Il n'y a pas d'euro qui soit un euro européen, il y a, et énormément d'économistes le montraient, une tutelle logique, compte tenu de l'histoire de l'Europe, de la Banque centrale allemande, c'est-à-dire que ça n'est pas, tout le monde le dit, ou presque tout le monde le dit quand même, c'est le marque qui a régi l'euro, et quand on analyse les rapports intercapitalistes, il me semble très difficile de trouver des bons et des méchants, c'est-à-dire des États-Unis très vilains, une Grande-Bretagne très vilaine qui voudrait écraser cet euro vertueux. Non, ça n'est pas comme ça. Il y a des impérialistes qui s'affrontent comme ils se sont affrontés avant 1914, comme ils se sont affrontés avant 1939. Ils s'affrontent aujourd'hui très durement, et je crois
je crois qu'on va vers de très grosses déceptions si on s'imagine que cette Europe naît de la nécessité d'écraser les salaires, entièrement régie par les détenteurs du capital. Car il n'y a pas seulement les vilaines banques américaines et les vilaines banques anglaises, il y a les vilaines banques d'Europe. C'est-à-dire, il y a d'un côté le profit, et notamment à cette phase du capitalisme, un profit bancaire qui devient monstrueux, mais ça n'est pas neuf. Je rappelle que Marx a montré que la caractéristique du capitalisme, c'est la dissociation de l'argent de la réalité matérielle de la production. C'est 1867 et il avait abordé ça même dans les années 1840-1850. Donc, je ne vois pas en quoi on peut se réclamer en quelque sorte de la libération des peuples et dire que l'euro c'est comme ça, ma foi c'est somme toute une bonne solution et que la solution ça va être de renforcer cet Euroland. Il n'y a pas d'Euroland. Il y a des impérialismes en guerre, il y a des impérialismes qui font la guerre mais qui sont en guerre, comme ils ont fait la guerre en étant en guerre et en entrant dans la guerre générale en 1914 et en 1939, ils ne sont d'accord que sur une chose, qui met en cause, à mon avis, la véritable citoyenneté et l'initiative citoyenne. Ils n'ont qu'un point d'accord, écraser les salaires. Et la crise qui est la manifestation à la Grèce de la crise en cours, c'est-à-dire l'écrasement des salaires. On en est déjà à entre 30 et 40% de baisse des salaires. Cette situation, c'est une situation qui va s'étendre à tout ce que vous appelez l'Euroland, qui va donc provoquer dans les populations les mêmes phénomènes que les crises systémiques ont provoqués dans les périodes antérieures, c'est-à-dire finalement une réaction des peuples qui se jouera de l'Euroland ou de quelque autre carcan que ce soit, et au lieu d'opposer l'Euroland vertueux aux vilains impérialistes, il nous faut réfléchir sur la base de l'histoire, c'est-à-dire nous demander comment les crises interimpérialistes antérieures sont un moyen d'analyser les crises interimpérialistes d'aujourd'hui. Donc, moi je ne dis pas que l'histoire ne donne que des solutions, je dis que l'histoire rend intelligent et que l'histoire en tout cas empêche de présenter une sorte de bloc européen qui serait dépourvu de caractéristiques de classe, enfin nom d'un chien dans cette Europe. Mais laissez aussi parler. Voilà, mais monsieur Bolloré ou Madame Bettencourt ou d'autres, voilà, non pas, voilà, j'arrête et vous poserez les questions. Mais j'étais très surprise de cette présentation idyllique de l'Euroland. J'en ai terminé. Je dois répondre, je pense à une question. Je me fais la question et je réponds bref. Et c'est-à-dire, pourquoi la question? Mais posez des questions si vous... Posez les questions. Posez-la votre question. Ah, mais sì, posez la question. Che se ne andate? Perché sembrava la télé. No, può fare le domande, non... Cioè... Je pense qu'il faut prendre une série de questions maintenant. Voilà, posez des questions. Et voilà. Voilà. Sì, sì, Allora, prendiamo le questioni. Prenons les questions.